Place au débat sur ce Venezuela. Est-il un modèle ou un cauchemar? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Scène quotidienne au Venezuela, des files d'attente interminables devant les supermarchés. Je fais la queue pour acheter du papier toilette, de la farine, du beurre, ce qu'il y a en magasin. Rationnement et pénurie, c'est le paradoxe vénézuélien. Le pétrole y coule à flot, mais l'économie sous le contrôle de l'État est à l'asphyxie. Et l'insécurité, elle, bat des records. Un an après la mort d'Hugo Chavez, bienvenue au Venezuela, l'un des pays les plus dangereux d'Amérique latine. Pour dénoncer cette situation, des milliers de personnes manifestent depuis plus d'un mois. Les gens veulent lutter pour un meilleur futur, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Le mouvement de contestation ne cesse de prendre de l'ampleur et la répression se durcit. Les affrontements avec les forces de l'ordre et les milices paramilitaires ont fait 21 morts et 300 blessés. Mais pour le président Maduro, l'héritier d'Hugo Chavez, pas question de plier face aux manifestants. Ni protestation, ni lutte. Ce sont des destructions. C'est du vandalisme pur. Nicolás Maduro tente de garder le cap, mais ces manifestations remettent en cause le chavisme. Un modèle et un homme, salué pourtant il y a un an par de nombreux dirigeants étrangers lors de ses obsèques. Le représentant français avait même fait polémique avec cette comparaison. Chavez, c'est De Gaulle plus Léon Blum. Parce qu'il lutte contre les inégalités, il lutte contre les injustices, il crée des droits sociaux. Chavez, dictateur ou libérateur, à chacun sa version. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. C'est l'idéal inépuisable de l'espérance humaniste de la Révolution. Modèle idéal ou cauchemar? Le chavisme met-il aujourd'hui le Venezuela en péril? Bonsoir à tous les trois. François-Xavier Freland, bonsoir. Vous publiez Qui veut la peau d'Hugo Chavez. Vous êtes journaliste, ancien correspondant au Venezuela, bien sûr, pour TV5 Monde et pour RFI. Vous l'avez publié aux éditions du Cherche-Midi en 2012. À côté de vous, Jeannette Abel. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes politologue enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. À l'IRIS maintenant. Et à l'IRIS maintenant. De relations internationales et stratégiques. Et je retarde donc à l'IRIS. Et à côté de vous, Paola Vasquez Lezama, vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS et ce livre, Le chavisme, un militarisme compassionnel, sortira d'ici quelques jours. C'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Avant de débattre, Nadia, une question d'un internaute. Une question qui porte sur la genèse de ces manifestations, la voici. Pourquoi les étudiants ont-ils été les premiers à manifester? François-Xavier Freland, qu'est-ce qui a mis ces étudiants dans la rue? Est-ce qu'il y a eu un moment où qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Alors, il y a plusieurs explications. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que les étudiants d'opposition sortent dans la rue. C'est même la énième fois. Il y en avait eu beaucoup à l'époque de Chavez. Quand j'étais correspondant, j'ai couvert certaines de ces manifestations. Elles ont souvent été violentes parce que, quelque part, parfois pas totalement organisées, assez chaotiques et cherchant peut-être la confrontation pour faire passer un message. Le message, il est simple, c'est celui d'une population qui vit un petit peu dans un malaise social et économique depuis quelque temps. Malaise aussi d'un régime, puisque ces jeunes étudiants, pour beaucoup, vont être obligés de partir, ne pourront pas continuer de vivre au Venezuela parce que les problèmes économiques récurrents... La violence, évidemment. Vous vous souvenez qu'il y a une ancienne Miss Univers qui a été assassinée avec son petit ami. Et tout ça a créé, évidemment, un climat malsain où les jeunes Vénézuéliens ne se sentent pas tout à fait à l'aise dans ce pays qu'on leur dessine. Oui, vous évoquez la violence, justement. On se rappelle effectivement qu'il y a eu un viol aussi à l'origine, viol d'une étudiante à l'origine de ce mouvement de protestation. Je voudrais juste vous montrer un chiffre. En l'occurrence, c'est le nombre d'homicides par an au Venezuela, enfin par jour plutôt, c'est 65 homicides par jour, ce qui correspond à 25 000 homicides par an. Donc c'est un des pays qui souffre le plus de l'insécurité. Paola Vasquez Lezama, comment est-ce qu'on peut expliquer que le Venezuela est sombré à ce point dans la violence, justement? Et en plus, à Caracas, c'est 135 les taux d'homicide. C'est-à-dire dans les grandes villes, ça se multiplie parfois par deux. De ce point de vue-là, c'est un État en faillite. Il y a eu des réformes institutionnelles très importantes avec la refondation de la nation survenue en 1999 avec la nouvelle constitution.
Et les anciennes structures de l'État concernant l'État de droit, disons la justice et le ministère de l'Intérieur, ont été complètement démantelés sans pouvoir créer de nouvelles efficaces. Donc, on a un problème gravissime en termes de distribution de la justice et la situation ne fait que s'aggraver sur la violence. Tout à fait. Mis à part ça, il y a la question de la circulation des armes à feu. Donc, la population vénézuélienne est de plus en plus armée. Il y a une circulation illégale d'armes à feu. De l'État. De l'État? Oui, ce n'est pas un trafic, ce n'est pas une contrebande, c'est que l'État vénézuélien a perdu le contrôle de l'importation des arsenaux et de l'importation. Et c'est pour cela qu'il y a ces nouveaux acteurs, les collectifs, qui agissent en nom de la défense de la révolution, qui sont armés avec un arsenal similaire, voire plus fort que les corps de la police. Mais ça vient de l'État, aussi les munitions, les balles. Très bien. Jeannette Abel, alors ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que le Venezuela a quand même un sous-sol richissime. C'est un pays très riche qui a parmi les plus importantes ressources en pétrole du monde. Alors comment, ce paradoxe de ces gens qui crient à la pauvreté alors que ce pays est si riche, où est la faille ? Mais la faille, je crois qu'elle n'est pas très difficile à expliquer. Elle est connue. C'est une économie pétrolière, c'est une économie rentière, comme l'Algérie et comme d'autres. Donc il n'y a pas eu d'investissement dans les infrastructures. Donc c'est une économie qui, grâce au pétrole, a beaucoup d'argent, dispose de beaucoup d'argent. Est-ce qu'il est redistribué, cet argent ? Alors bien sûr, il a été redistribué auprès des plus pauvres. D'après la Commission économique pour l'Amérique latine de l'ONU, 50% de pauvreté en moins avec Chavez. Et c'est le pourcentage le plus élevé de l'Amérique latine. Ce sont les statistiques de l'ONU. Ce sont les chiffres de la CEPAL. Malheureusement, on ne peut pas les vérifier puisque ce sont les chiffres qui sont livrés par le gouvernement vénézuélien. À part le gouvernement lui-même, voilà. des chiffres à sa gloire. Moi, j'ai consulté tous ces pourcentages qui sont mis en avant par la propagande et qui sont distribués. Vous parlez de propagande et vous parlez d'information. Non, moi je parle d'information, je maintiens parce que ces chiffres figurent dans les statistiques de l'ONU. Alors si l'ONU... l'ONU est peut-être enfumée par une propagande habile. Alors ça veut dire qu'elle n'est pas très compétente. Oui, c'est possible, elle ne peut pas vérifier. Elle n'est pas très compétente pour d'autres pays non plus. Mais alors attendez, je voulais juste terminer. Je pense que le grand problème que nous avons comme toile de fond aujourd'hui, c'est que nous avons un pays où cette richesse pétrolière rapporte beaucoup d'argent. Et la grande difficulté, c'est qu'il faudrait en sortir, avoir une diversification économique. Bien sûr, il faut diversifier. Et alors Hugo Chavez n'avait pas prévu cette diversification économique ? Hugo Chavez a été confronté à une contradiction. J'aimerais bien qu'on en parle un peu, parce que je trouve que ça est quand même... Mais on va y venir, mais là on essaie de faire un petit état des lieux. À quelle contradiction a-t-il été confronté ? Il a d'abord, par humanisme, parce que c'est un grand humaniste chrétien, il a d'abord redistribué. Mais il a redistribué l'argent qui vient justement de ce pétrole sans diversifier. Mais diversifier l'économie, ça suppose deux choses. J'espère qu'on va en parler. Ça suppose, un, d'avoir du temps et des moyens, et deux, d'avoir un consensus national pour le faire. Et ce consensus n'existe pas. Pour en finir avec la situation, l'état des lieux économiques, on parlait de chiffres à l'instant. J'ai un autre chiffre à vous proposer. Qui sera le chiffre du jour, le vrai. C'est 56%. 56%, c'est quoi ? C'est le taux d'inflation annuel au Venezuela. En 2013, l'inflation galopante a atteint ce record de 56%. En 2012, ce taux d'inflation était de 21%. Donc on le voit, cette inflation ne fait que s'accroître et donc évidemment mange, rogne, détruit la richesse, le pouvoir d'achat de chacun des Vénézuéliens. Comment expliquer cette situation ? Les inégalités sociales ont diminué parce qu'on a redistribué l'argent du pétrole, parce que l'État redistribue en espèces, en cash, disons, l'argent du pétrole. Mais il n'y a pas de réinvestissement dans l'économie. Jamais on a été plus dépendant du pétrole, parce que même si c'est un ancien producteur, le Venezuela est même fondateur de l'OPEP, on est un ancien producteur de pétrole, la question de la rente, elle a été constitutive de l'État vénézuélien moderne. Mais on n'a jamais été si dépendant de la rente pétrolière comme maintenant, parce qu'on a démantelé l'économie productive, on a exproprié, on a nationalisé des entreprises qui n'ont jamais été productives à nouveau. Et là, on fait fuir les investisseurs aujourd'hui, tout à fait. Deuxième étape. Et même la compagnie pétrolière PDVSA n'a jamais atteint le niveau de production d'avant Chavez. Avant Chavez, c'était 3 millions. Chavez laisse PDVSA avec 3 millions de barils par jour. Aujourd'hui, PDVSA, elle produit 1,5 million. Donc même la production pétrolière, elle est en déclin.
François-Xavier Freland, vous disiez 14 ans, ça a été long, il avait quand même le temps de mettre en place... Le problème, j'ai l'impression que Hugo Chavez avait sans doute de la bonne volonté. Je ne dirais pas que c'était un grand humanisme, mais enfin, il avait certainement une volonté et une prise de conscience du besoin d'aider les plus démunis. Ce qui a peut-être manqué, en tous les cas, à sa politique, moi je l'ai ressenti de nombreuses fois au Venezuela, c'est l'éducation. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de dire vive le socialisme. À un moment, il faut expliquer aux gens ce qu'est le socialisme. La solidarité, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti. Et même dans les barrios, je suis souvent allé, très souvent. Je l'ai senti parfois, mais j'ai eu l'impression que finalement, au Venezuela, on était resté un petit peu sur les grandes théories. On avait de l'argent pour effectivement offrir. C'est une forme de clientélisme aussi. On achète un petit peu le vote grâce à un frigo, grâce à une sorte d'amélioration au quotidien. Et c'est vrai, il ne faut pas le nier. Mais enfin, on avait quand même les moyens. $110 le baril de brut. On a quand même une grande manne pétrolière. Quel est le taux d'alphabétisation et de... Très élevé. Très élevé. Très élevé. Grâce à Chavez, enfin ça... c'est plus compliqué. Tout ce qui relève des indicateurs de santé et d'éducation sont plus difficiles que les indicateurs économiques. Parce que depuis 2006, il y a un blocage par rapport aux chiffres. On ne peut pas accéder ni aux chiffres, ni d'éducation, ni les indicateurs. Nous, chercheurs, on est confrontés à un blocage. Et on ne peut pas aller aux annuaires des ministères. On doit se conformer avec les salles de presse et les communiqués du gouvernement. Pour la santé publique, c'est la même chose. Attendez, je voudrais juste dire deux choses, parce qu'on peut passer son temps à se contredire sur les statistiques. Je voudrais savoir si vous en acceptez deux. 66% de l'économie vénézuélienne est dans le secteur privé. 66%. Aujourd'hui. Bon, donc les investisseurs fuient, mais ils ne fuient pas tellement, au point d'ailleurs qu'ils étaient la semaine dernière à la conférence de paix que Maduro a convoquée. Il y avait Non, mais le président du MEDEF vénézuélien était là. Donc ils fuient, certains fuient, d'autres ne fuient pas. Et le deuxième chiffre Deuxième chiffre, la décennie qui a précédé l'élection de Chavez, 52% d'inflation. 52%. Je vous invite, je vous donne mes sources. Donc on est revenu au point de départ, en quelque sorte. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on dit Chavez, on compare toujours avec le passé en disant que c'était pire avant. Bah alors, je ne sais pas à quoi a servi Chavez, si on en est revenu au même. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que le gouvernement aujourd'hui distribue des cartes de rationnement, est-ce qu'aujourd'hui la population souffre de pénurie? Est-ce qu'elle manque de denrées, bien sûr qu'elle souffre de la vie quotidienne, de sa vie quotidienne régulière? Bien sûr qu'elle souffre de pénurie. Écoutez, sinon... Il manque de quoi concrètement? De nourriture, de médicaments? De nourriture, de lait, farine de maïs, produits d'hygiène. Des produits de première nécessité, surtout, on appelle ça. Depuis un an, les enfants vénézuéliens sont privés de protéines et privés de lait. Là, il y a un impact important en santé publique. Et surtout, pour tout ce qui relève des maladies chroniques, les hôpitaux ne sont pas fournis, ni pour les diabètes, ni pour les cancers. Attendez, alors là, vous tombez très mal sur le diabète. Très, très mal, je peux vous dire. Je ne vais pas vous dire pourquoi ici, très mal. Les informations que j'ai, qui sont les informations scientifiques des médecins, sont absolument contradictoires avec ça. Mais ce que je voudrais dire, on est d'accord sur les pénuries, on est d'accord sur la situation, sinon il n'y aurait pas tant... Écoutez, en tout cas, c'est un pays en faillite. Non, mais il n'y aurait pas autant de gens dans la rue. Non, mais là on ne serait sûrement pas d'accord, c'est sur les causes. C'est pourquoi et le comment, et comment on explique cette situation. Alors, attendez, Jeannette Abel, juste, on voudrait revenir sur la liberté d'expression, parce que parmi les manifestants, beaucoup se plaignent d'une confiscation des libertés d'expression et de la censure qui est grandissante. Vous voulez en parler? D'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la cybercensure. Et quand on parle du Venezuela, cette journée prend tout son sens. On se rappelle qu'à la mi-février, au moment où les manifestants ont commencé à publier des photos, des vidéos de débordement, de répression de ces fameuses milices, le gouvernement a tout simplement censuré ces photos et ces vidéos sur Twitter. La télévision n'est pas épargnée non plus. La seule chaîne qui a diffusé des images de manifestations, NTN 24, a été interdite, a été coupée. La pénurie de papier empêche au moins une dizaine de journaux d'être distribués. Et pendant ce temps, Nicolas Maduro inaugure sa nouvelle émission, rien qu'à lui, une émission qui, je le cite, est là pour faire passer des propositions, des idées, des plaintes et des critiques. François-Xavier de Freland, est-ce que Maduro est en train de marcher dans les pas de Chavez pour ce qui est culte de la personnalité? On le voit partout à la télévision, prêcher la bonne parole. Oui, sauf qu'il n'a pas le même charisme, c'est indéniable. Il suffit de l'écouter ou de le regarder pour comprendre que le mimétisme, c'est pas suffisant. Ensuite, il est beaucoup plus rigide. Chavez, on en parlait tout à l'heure avec Madame, est quelqu'un qui avait le sens de l'oralité, il savait chanter. Un narrateur né, disait Garcia Marquez. Il savait chanter, il savait séduire, il savait séduire son public. Maduro, vraisemblablement, il a quand même quelques difficultés de ce côté-là. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun média d'opposition? Alors, il y en a. Globovision, qui est la seule chaîne de télévision un petit peu critique, parce qu'elle-même, elle a été plus ou moins reprise en main.
Et les médias sont, surtout la presse écrite, il y a 2 ou 3 journaux importants, El Nacional et El Universal, sauf que les journaux, il faut bien comprendre que les journaux sont lus par, on va dire, l'élite vénézuélienne, pas par le peuple qui vit dans les Et il n'y a plus de papier, il y a une pénurie de papier pour imprimer les journaux, donc Internet est le recours. Et le National, qui avait 4 corps bien différenciés, maintenant sort une feuille, page... Feuille de Ce que je veux juste dire sur là, c'est que Chavez avait tout compris, il n'a pas récupéré la presse écrite, il a récupéré les masses médias. Pour toucher qui ? Le peuple qui regarde la télévision. Donc toutes les télévisions aujourd'hui sont pro-chavistes, quasiment toutes. Là où il y a une filiation aussi entre Chavez et son successeur Maduro, c'est dans la dénonciation de l'influence ou de l'intervention américaine au Venezuela dans les manifestations d'opposition actuelles. En tout cas, le pouvoir et le président Maduro ont dénoncé une tentative de coup d'État fomentée aux États-Unis. Je voudrais juste vous faire écouter la réponse de Barack Obama. Au lieu de tenter de faire diversion sur ses propres échecs en inventant de fausses accusations contre des diplomates américains, le gouvernement devrait se concentrer sur les plaintes légitimes du peuple vénézuélien. Alors, Jeannette Abel, est-ce que vous considérez, vous, qu'effectivement les États-Unis contribuent à déstabiliser la situation au Venezuela, ou est-ce qu'on est dans le fantasme conspirationniste ? Premièrement, je ne suis pas dans la théorie du complot, donc je vais répéter qu'évidemment, on n'a pas téléguidé les manifestations de rue qu'on voit aujourd'hui, mais je vous donne 2 références. D'une part, la National Endowment for Democracy, NED, en anglais, Fondation américaine pour la démocratie. Je vous renvoie au rapport 2010-2012, dans lesquels il est écrit noir sur blanc combien qu'il faut aider un certain nombre d'organisations de l'opposition au Venezuela, dont des organisations étudiantes. Je vous renvoie au rapport écrit. Très bien. La deuxième information. C'est un complot ou un coup d'État. Deuxième point, Wikileaks. Quel est le problème? Wikileaks. Vous ne voyez pas de problème, vous, à ce que le gouvernement américain aide des organisations... Les Français allaient bien aider les miliciens internationaux, brigades internationales en Espagne dans les années 30, ça dérangeait personne. Alors attendez, parce qu'à ce moment-là, vous dites Maduro, c'est comme Franco. Ça, c'est une discussion. Ça, c'est vrai. Sur la définition du fascisme, on ne va pas tout à fait d'accord. Non, ça, je pense que... Enfin, je ne sais pas quel est votre... Et le deuxième point, vous vouliez développer un deuxième point ? Le deuxième point, c'est ça. C'est-à-dire Wikileaks, grâce aux lanceurs d'alerte, donne le détail des financements. Pareil, vous pouvez trouver ça sur Internet. De quoi ? De l'opposition ? De l'opposition, bien sûr. Donc, quand le gouvernement dit... Alors, je ne dis pas que c'est la seule. Elle a un leader, cette opposition. Est-ce qu'il y a un leader ? Oui, elle en a 2. Non, elle en a 2. Elle en a un ou 2. Elle s'est présentée 2 fois aux élections. Enrique Capriles. Et elle en a un deuxième. Qui a été arrêté. Leopoldo López, il est arrêté. Qui est maintenant... Elle est très divisée, cette opposition, maintenant. Entre un ancien candidat à la présidentielle, qui est quelqu'un qui est beaucoup plus modéré et qui joue sur les élections quand même pour remporter une prochaine victoire électorale, notamment à la faveur d'un référendum révocatoire, et l'autre qui est dans la rue et qui incite, qui considère ce pouvoir comme illégitime, et qui organise... Qui n'est plus dans la rue puisqu'il a été arrêté, donc. Oui, non, bien sûr. Quand M. Mélenchon invite les Français à aller dans la rue pour se rassembler et prendre la rue, il ne termine pas en prison. C'est ce qui est arrivé à M. Leopoldo López. Alors, vous avez vu dans les rues, nous, on a fait des... Ce qui se passe dans les rues, ce n'est pas l'opposition qui organise. Ce qui se passe dans les rues, ce n'est pas l'opposition. Ce qui se passe à l'opposition. C'est spontané. Ce qui se passe dans les rues, maintenant, les barricades et un mouvement national, un mouvement de mécontentement national, une explosion des rages, où il y a aussi des milieux populaires qui ne peuvent pas manifester parce qu'ils sont sous la menace des collectifs, où il y a des casseroles dans les milieux populaires qui sonnent tous les soirs à Caracas et qui sont sous la menace des collectifs, que ce sont des bandes armées qui circulent en moto dans les quartiers populaires, qui intimident la population à se manifester. Mais c'est tout à fait, mais c'est un mouvement national et ce n'est pas l'œuvre de... Très bien. Alors, je vous propose de faire un retour en arrière, puisqu'il est mort il y a 1 an, quasiment jour pour jour, de faire un retour en arrière sur la personnalité du charismatique, quelles que soient ses qualités morales par ailleurs. Il était charismatique, la personnalité de Hugo Chavez. C'est le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. Regardez. Déjà tout petit, Hugo Chavez rêve de faire une carrière militaire et politique. Son modèle, Simón Bolívar. Ce général que l'on surnomme le libérateur a lutté pour l'émancipation des colonies espagnoles. Bolívar, président de la Grande Colombie, voulait une confédération politique et militaire regroupant l'ensemble des pays d'Amérique latine. Hugo Chavez se voit comme son descendant. Son désir de pouvoir est si fort qu'il réalise un coup d'État en 1992 pour renverser le président Pérez. C'est un échec. Hugo Chavez est emprisonné pendant 2 ans.
Mais il remporte un premier succès médiatique. Amnistié, l'homme prépare son ascension vers le sommet de l'État. Il s'érige contre la puissance américaine et souhaite une meilleure répartition des richesses. Vous, les enfants de Simon Bolivar, vous allez briser les chaînes de l'esclavage, ces chaînes qui entravent le Venezuela, et vous allez balayer ces politiciens pourris. Le 6 décembre 1998, le voilà élu président. 14 ans plus tard, El Comandante, ému, annonce se battre contre la maladie. Ma convalescence se déroule bien. Grâce à Dieu, mais aussi aux médecins cubains, vénézuéliens, tout le personnel médical et aussi par ma volonté de vivre. Nous vivrons et nous vaincrons. Jusqu'à la victoire et pour toujours. Parmi les plus riches. Je vous propose d'accueillir Juan Gomez. Hola, ¿qué tal? Bonsoir, muy bien. Et nous allons où ça ce soir? Eh bien, pas loin. En Argentine, car c'est à Buenos Aires que vit incontestablement le plus médiatique des militants de la révolution bolivarienne du Venezuela. Alors, il ne s'agit pas d'un syndicaliste vivant dans la misère, mais d'un homme très riche. Il a gagné des fortunes grâce à ses pieds et il s'appelle Diego Maradona. Et oui, la légende du football, l'ancien numéro 10 de la sélection argentine, la main de Dieu, a pris finalement fait et cause pour le régime vénézuélien et il compte bien mettre à profit sa notoriété, sa popularité pour défendre évidemment ses convictions, mais surtout pour apporter son soutien au président Nicolás Maduro, d'autant qu'à partir du 12 juin et durant toute la Coupe du Monde de football qui se déroulera au Brésil, Maradona apparaîtra tous les jours à la télévision. Il vient de signer un contrat pour présenter, commenter les matchs durant le mondial et présenter une émission sur la chaîne Telesur. Et Telesur, eh bien, c'est la chaîne créée par Hugo Chavez, diffusée sur l'ensemble du continent latino-américain pour contrer la suprématie de la chaîne américaine CNN. Et Maradona, une chose est sûre, ne se privera pas de parler politique. D'ailleurs, il y a 3 semaines, pour officialiser la signature de son contrat avec Telesur, Maradona est apparu vêtu d'une chemise rouge portant, regardez bien, les inscriptions Maduro Presidente, Chavez Comandante. Et vous allez l'entendre, il en a profité pour s'en prendre aux manifestants de l'opposition et surtout soutenir le chavisme. Nous voyons tous les mensonges que disent et inventent les impérialistes. Je suis prêt à être un soldat du Venezuela et à obéir aux ordres, parce qu'en vérité, ces messieurs, si on peut les considérer comme tels, me dégoûtent. Voilà, Maradona qui se dit prêt à être un soldat du Venezuela, à défendre la patrie bolivarienne. Alors il faut dire quand même que l'engagement de la star ne date pas d'hier. Déjà en 2005, il avait organisé aux côtés de Chavez un contre-sommet dans un stade de Mar del Plata, donc en Argentine, alors qu'au même moment, George Bush était accueilli dans le centre-ville pour participer au sommet des chefs d'État et de gouvernement du continent américain. Quelques années plus tard, Maradona s'était rendu au Venezuela pour soutenir Chavez dans son référendum supprimant la limitation du nombre de mandat présidentiel. Et donc, naturellement, l'année dernière, l'astre du football argentin s'était recueilli sur la tombe de Chavez. Et devant les caméras de la télévision publique, il avait appelé les électeurs vénézuéliens à poursuivre l'héritage de Chavez en votant pour son successeur désigné. Alors Quelle peut être l'issue, François-Xavier Freland, de ce mouvement de protestation qui dure depuis maintenant des semaines et semaines? Est-ce qu'il y a une solution politique pacifique ou est-ce qu'il y a un risque de répression accrue? C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'on sent bien qu'on arrive un peu au bout d'une logique. Un régime qui se maintient tant bien que mal, malgré la crise économique, malgré la lassitude aussi. Les gens ont peut-être un peu marre d'écouter, de voir Maduro à la télé, comme avant ils regardaient Chavez quasiment 24 heures sur 24. Enfin, il faut avoir vécu au Venezuela pour comprendre ce que c'est que la paranoïa d'un personnage aux commandes omnipotent. Et quand on est à Caracas et qu'on allume la radio, on l'entend Maduro perpétuellement. Donc c'est une lassitude, je pense, qui peut provoquer ce ras-le-bol qu'on est en train de voir. Si Maduro ne tend pas plus la main, parce qu'il a quand même fait une commission pour la paix, il a quand même tenté de calmer le jeu, mais en même temps, il a emprisonné un opposant politique, il a emprisonné des tas de jeunes étudiants, il y a eu en plus des cas de torture de la garde nationale bolivarienne. Bref, on est dans un climat assez malsain. Paula Vázquez-Lezama, c'est la fin d'un modèle au-delà de... Surtout parce qu'il faut prendre en compte que c'est un régime civico-militaire. Et la question des militaires, elle est souvent cachée par cette question drôle de surmédiatisation. Donc c'est un régime fondé sur une alliance avec les militaires et les forces armées et
on a permis aux militaires de se présenter. Par exemple, aux élections des gouverneurs d'État, on a 11 gouverneurs d'État militaires, dont celui de l'État de Táchira, qui est une révolte extrêmement violente. Et là, il y a des tensions très fortes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est militarisé, l'État de Táchira, avec des avions russes qui survolent les ciels d'une ville qui n'a pas encore... C'est un régime qui était un modèle aussi pour la gauche de la gauche, en particulier en Amérique latine, pour des tas de pays voisins. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Est-ce qu'il est toujours soutenu, ce régime, par des pays voisins? Est-ce qu'il demeure un modèle ou pas? Quand je vous entends, par moments, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de parler du Chili, mais pas sous Allende, du Chili Posez-vous sous la question, Pinochet. madame. Posez-vous la question. Oui, il faut conclure, non, madame. bien sûr, mais attendez, la réponse... Et non pas que... Je vais vous dire tout de suite, je pense que c'était une erreur. Il les a relâchés, les étudiants, mais je pense que c'était une erreur de les arrêter. Sur le régime et sur le modèle. Sur l'avenir de ce régime. Mais sur l'avenir de ce modèle. C'est pas compliqué, vous avez deux déclarations. Une déclaration de l'UNASUR, c'est-à-dire l'Union des Nations d'Amérique du Sud, toutes qui sont réunies dans ce regroupement, qui est un appel à respecter un gouvernement démocratiquement élu. Deuxième vous avez une déclaration du Mercosur, qui est le marché, le marché des pays du Sud. Qui regroupe le Brésil, qui regroupe seulement 5 pays. Pareil, absolument. Rejet, j'ajoute... Et vous croyez que la population va se plier à ces déclarations? Quand on parle de la population, il y a une polarisation, on est bien sûr d'accord. Il y a une polarisation sociale extrême et une polarisation politique très grande. Il faut conclure. Mais pourquoi vous ne parlez pas des autres? Parce que moi, à entendre certaines interventions, plus personne soutient ce régime. Vous croyez très bien. Vraiment Ce sera l'interrogation de la fin et la conclusion pour aujourd'hui de ce